Il y a 4 ans, le 24 novembre 2018, le 15 de France concédait la première défaite de son histoire face aux Fidjiens. Ce triste record se doublait d'une autre première historique, puisque les Bleus chutaient à la 10e place du classement mondial, soit le pire classement de l'équipe de France de tous les temps. À cela, ajoutons une demi-décennie de défaites encourageantes et aucun titre remporté depuis 2010, autant dire que le 15 de France semblait au fond du trou. Pourtant, à la fin de 2019, les choses ont commencé à frémir. Les Bleus réussissent à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde malgré les pronostics, et ils échouent de très peu face aux Gallois, notamment à cause de faits de jeu regrettables. Mais le public français n'était pas prêt pour la suite. Dès février 2020, les Bleus affichent un nouveau visage. Ils éclaboussent les dauphins anglais de leur classe, ils font tomber Cardiff. Depuis, les victoires s'enchaînent, tant et si bien que l'équipe de France se paie le luxe d'occuper les premières places du classement mondial en ayant battu au moins une fois toutes les équipes qu'elle a affrontées sur son passage. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Comment est-ce que le 15 de France est passé du rang de victime du rugby mondial à celui de super prédateur? Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste aujourd'hui, alors qu'on attend avec impatience l'ouverture de la tournée de novembre, que la liste des 42 a été publiée et que la Coupe du Monde arrive à grands pas, je me suis dit que ça pouvait être bien d'apporter un regard rétrospectif pour expliquer comment est-ce que le 15 de France est devenu désormais un candidat crédible au titre suprême. Aussi, tu l'as vu en intro, cette vidéo est en partenariat avec Rana, qui est donc une marque qui développe des chaussettes de haute performance pour le rugby en particulier, mais aussi pour le foot et pour tous les sports où tu as besoin de courir en général. C'est 100% made in France, ils équipent par exemple l'équipe en Pro D2 de Montauban, mais aussi d'autres athlètes comme Jonathan Danty. J'ai pu les tester en conditions réelles, j'ai un super code promo à te partager, je te dis tout ça en fin de vidéo. Aussi, n'oublie pas de t'abonner et de lâcher un pouce bleu, c'est très important pour le développement de la chaîne. Alors c'est parti, pourquoi est-ce que le 15 de France est devenu si fort? Partie 1, le staff. Fabien Galthié, le sélectionneur actuel du 15 de France, est un homme de vision qui est arrivé à la tête de l'équipe avec une idée très claire: refaire des Bleus une équipe qui gagne et remporter la Coupe du Monde. Arrivé sur la pointe des pieds au cours de l'année 2019 dans le staff de Brunel, il a pu observer en interne les failles et les points d'amélioration de l'équipe. Dans l'ombre du sélectionneur officiel, Fabien Galthié a ainsi gagné un temps précieux dans l'élaboration de son plan. Une fois officialisé à la fin de la Coupe du Monde, le Lotois d'origine a rassemblé autour de lui des hommes en qui il avait confiance pour l'accompagner dans sa mission. Des hommes d'une certaine pointure et qui ont les épaules pour mener ce projet à bout. Entre autres William Servat, entraîneur des avants et de la conquête, Karim Ghezal, spécialiste de la touche, Laurent Labitte, entraîneur des lignes arrières, Thibaut Giroud, préparateur physique, le célèbre gallois et spécialiste de la défense Sean Edwards, et surtout Raphaël Ibanez, manager, qui l'aide à orchestrer tout ce beau monde et avec qui il partage une amitié profonde. En lui permettant de recruter ses personnalités, la fédération et son président Bernard Laporte ont donné à Galthié les moyens de ses ambitions. Ce qui n'était pas forcément le cas sous les mandats précédents, et en particulier sous le mandat de Noves, où la guerre d'ego entre Laporte et le sélectionneur avait déteint sur les performances de l'équipe. C'est donc avec tout ce beau monde qu'il organise un séminaire de 3 jours en décembre 2019 à Montgesty dans le Lot afin de construire son projet et de préparer le prochain tournoi Destination. C'est notamment lors de cette réunion fondatrice que le staff va développer sa fameuse flèche du temps, une frise chronologique allant jusqu'à la Coupe du Monde et qui pose les objectifs à réaliser et les étapes à franchir avant d'être champion du monde. Avec son staff, donc, Galthié détaille son plan d'attaque en plusieurs points cruciaux. Numéro 1, retrouver une identité de jeu séduisante, pour produire un rugby agréable à jouer et à regarder afin que les joueurs et les spectateurs y prennent du plaisir. Numéro 2, retrouver de l'efficacité. Le but n'étant pas uniquement de jouer à la baballe mais bien de gagner des matchs, le staff va beaucoup insister sur l'importance du jeu de dépossession et du jeu sans ballon, le but étant d'être irréprochable tactiquement pour pouvoir jouer les coups à fond quand ceux-ci se présentent. La conquête aussi va être un des axes sur lesquels William Servat et Karim Ghezal vont beaucoup insister en début de mandat afin d'assurer une conservation digne des standards internationaux et donc de se procurer des munitions et des occasions de marquer. Numéro 3, construire une défense intraitable et capitaliser dessus. Sean Edwards a fait un boulot remarquable depuis son arrivée. Le but étant non seulement d'augmenter l'efficacité de la défense au plaquage, mais aussi globalement d'avoir une cohésion de groupe, que les joueurs restent connectés entre eux pour pouvoir provoquer des turnovers, donc en gros des pertes de balles de l'équipe adverse. Ce point crucial de la défense va alimenter les points précédents, puisqu'en provoquant des turnovers, la défense doit rapidement se muer en attaque pour lancer des contre-offensives et ainsi se provoquer des occasions. Quatrième point, qui est la clé de voûte pour atteindre les objectifs des points précédents, c'est de progresser physiquement pour assumer les exigences du projet.
pour ne plus avoir le capot ouvert à l'heure de jeu comme c'était le cas souvent avant, et ainsi être capable de jouer à fond pendant 80 minutes, voire même plus, tout en gardant sa lucidité. 5e point, le tout est supporté par une analyse rigoureuse des statistiques. Bon, ça pour le coup c'est assez généralisé dans le rugby mondial, toutes les nations majeures ont des équipes d'analystes qui récoltent des données sur les joueurs et sur les matchs, mais Galtier est l'un des premiers sélectionneurs, si ce n'est le premier sélectionneur, à en louer les avantages pour expliquer ses choix sur le terrain. Ses statistiques et la capacité de les analyser, c'est très important pour révéler les potentielles failles de l'équipe, les marges de progression mais aussi les points forts. La méthode de travail qu'on a, si on peut réafficher le staff, à partir du moment où on travaille en mode projet et on a une puissance exceptionnelle dans notre cellule d'analyse, ça va bouger, c'est certain que ça va bouger. Je peux pas vous dire comment parce que des fois quand je vous dis on cherche des choses, j'ai 2 petites têtes chercheuses qui sont Manu Jordan-Pileta et Jérémy Sheridan. On s'assoit le vendredi et je leur demande de me livrer toutes leurs études. Et chaque fois, il y a des choses qui apparaissent et qui nous font réfléchir et modifier notre méthodologie, donc c'est certain que ça va bouger. Enfin, le 6e point, c'est de gagner des titres et de remporter des matchs phares. Ce qui est déjà désormais en partie chose faite avec le match remporté face aux Blacks et surtout avec le Grand Chelem. Et pour construire ce projet, Galtier a tenu à faire rapprocher le 15 de France de ses origines, notamment en faisant la part belle au monde amateur et aux catégories jeunes. Et en ayant travaillé 3 jours en Majesté, en ayant brainstormé comme on dit pour définir notre feuille de route, il nous a semblé évident que la force viendrait des origines en fait. Que la force de notre équipe de France viendrait de ses racines. Sans école de rugby, sans éducateur, l'équipe de France n'aurait pas toutes ses ressources, n'aurait pas ce potentiel, n'aurait pas cette force collective qui fait que on sent qu'il y a du souffle. On sent que derrière nous, derrière cette équipe, il y a du souffle. Le but étant de créer du lien avec la base de ce qui fait le rugby en France. De créer une proximité avec tous ces pratiquants afin que l'équipe de France soit accessible. Et nous avons décidé avec l'encadrement de l'équipe de France de venir au contact de ces clubs, de ces passionnés, de ces éducateurs et partager notre amour du jeu tout simplement. Dans cette optique, le staff va ainsi souvent animer des entraînements dans les pôles espoirs avec des équipes cadets et juniors, en fédéral, le but étant donc de s'entraîner à entraîner et d'expérimenter certaines méthodes de management, certaines tactiques sur les divisions inférieures tout en filant un coup de main au passage. Mais le côté accessible à proximité de l'équipe de France s'inscrit également dans les relations qu'elle entretient avec les clubs pro de top 14 et de pro D2. Depuis l'arrivée de Galtier, on observe davantage d'efforts de conciliation entre la Ligue et la Fédération. Et notamment, les clubs ont accepté de laisser plus de joueurs à disposition du 15 de France, ce qui est assez unique dans un contexte de tension permanente entre la FFR et la LNR. De plus, il arrive que le staff aille visiter des clubs de top 14 pour y rencontrer les joueurs et les entraîneurs, dans un but d'échange, notamment pour communiquer sur les attentes de l'équipe de France. Et ça a pour résultat que tous les joueurs sélectionnables peuvent se sentir concernés par le maillot bleu, car ils comprennent mieux les exigences du sélectionneur, et ils savent qu'ils peuvent avoir leur chance même s'ils jouent en Pro D2, en National, voire même en Fédéral 1. On peut avoir 18 ans, 19 ans aujourd'hui, jouer en Fédéral 1, et rester ambitieux et garder ce rêve caché de jouer en équipe de France. De leur côté, les clubs dans leur ensemble ont compris que si leurs joueurs sont motivés à l'idée de porter un jour le maillot bleu, eh bien ils auront tendance à davantage s'impliquer à l'entraînement et sur le terrain. D'où les efforts consentis par les présidents des clubs concernant la libération de leurs joueurs. Tiens, les joueurs d'ailleurs, parlons-en. Partie 2. Les joueurs. Mais ce staff, ce projet, cette ambition ne serait rien sans ses principaux protagonistes, les joueurs. Sans vouloir faire outrage aux précédentes équipes de France, il faut admettre que cette génération s'avance comme étant l'une des plus talentueuses et des plus fournies qu'on ait jamais eu l'occasion de voir. Dans le sillage d'un Antoine Dupont devenu égérie du ballon ovale, on a rarement vu un 15 de France aussi compétitif avec autant de concurrence à tous les postes. Et surtout, il faut le noter, il s'agit d'un 15 de France considérablement rajeuni qui a commencé en 2020 avec une moyenne de 23 ans, ce qui est très bas dans le rugby international. Cette arrivée massive de joueurs talentueux, je l'explique notamment par 3 facteurs. Premièrement, il s'agit de la première génération 100% professionnelle et qui n'a connu le rugby de haut niveau qu'à travers son prisme pro. Ce qui peut expliquer en partie la rigueur, la concentration et l'état d'esprit de ces joueurs, même pour les plus jeunes d'entre eux. Je pense notamment à des joueurs comme Moefana, Vincent ou Ntamak qui ont été très vite lancés dans le grand bain sans pour autant paraître plus que ça affectés par les attentes qui pesaient sur eux. Deuxièmement, c'est le fruit d'un long travail entamé en amont dans la formation. Cela fait plusieurs années que les équipes de France U18 et U20 figurent parmi les meilleures équipes jeunes, en attestent notamment les 2 Coupes du
du Monde remportées successivement par la génération Ntamak, Jalibert, Carbonel en U20, mais aussi les titres régulièrement remportés dans les 6 nations. Troisièmement, et c'est aussi crucial, on leur laisse enfin leur chance en top 14. Preuve que la politique des GIF commence enfin à porter ses fruits. Alors GIF, pour ceux qui savent pas, ça veut dire joueurs issus des filières de formation françaises. Donc je vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais en gros c'est un joueur qui a été formé en France, ça peut être un joueur étranger, mais dans la majorité des cas c'est des joueurs français sélectionnables pour l'équipe de France. Et il faut savoir que les clubs de top 14 ont des quotas minimum de GIF à faire figurer sur les feuilles de match tous les week-ends. À la fin de la saison, sous peine de sanction, il faut en effet avoir une moyenne de 16 joueurs GIF alignés. Cette mesure a alors conduit à ce que cette génération accède très rapidement au haut niveau. Et dans le même temps, on a un peu moins de stars du sud qui viennent occuper des postes clés, comme ça pouvait être le cas il y a plusieurs saisons. Et il y a plusieurs clubs qui se sont rendus compte que parfois, faire confiance à la formation, ça coûtait moins cher et c'était plus opportun que de faire venir des anciennes gloires qui viennent toucher leur retraite dorée et qui sont pas vraiment préoccupés par le terrain. Partie 3, le public. Enfin, la troisième raison du succès de l'équipe de France, c'est le retour du public. Grâce à cette alchimie entre staff et joueurs, à cette conjonction de facteurs, les Bleus ont retrouvé le chemin de la victoire, mais pas de n'importe quelle victoire. On parle là de victoire historique à Cardiff, à Dublin, en Australie, face aux Blacks. L'équipe de France fait de nouveau parler d'elle, et en bien, porté par le visage de Dupont, affectueusement baptisé ministre de l'Intérieur et adoubé par l'ensemble du rugby mondial. L'amour et l'intérêt retrouvé du public français ont permis de battre des records d'audience et de remplir à nouveau les stades, notamment le Stade de France, qui est depuis 2 ans enfin un stade où il y a de l'ambiance. J'ai pu l'expérimenter personnellement au cours de l'année passée, le Stade de France maintenant c'est un stade qui est chaud bouillant. Il y a une énergie inédite qui s'en dégage et ça, les joueurs s'en nourrissent. Ajoutons à cela une communication soignée, notamment sur YouTube où on peut suivre les aventures du 15 de France en immersion dans l'équipe, et tout est fait pour réconcilier les Bleus avec leurs supporters. Maintenant, les regards sont tournés vers la Coupe du Monde, mais avant ça, il y a la tournée de novembre, où on va devoir battre les Springboks, qui est la seule équipe qu'on n'a pas encore affrontée depuis l'arrivée de Galtier, et puis il va y avoir les 6 nations pour régler les derniers détails et concrétiser un peu plus notre hégémonie. D'abord en allant battre l'Angleterre chez elle à Twickenham, puis les Irlandais à Dublin dans un stade plein, chose qu'on n'a pas encore faite depuis l'arrivée de Galtier. La Coupe du Monde paraît si proche et si loin en même temps, le 15 de France est plus que jamais favori pour soulever le trophée Webelis et j'ai hâte d'assister à un tel événement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et s'il te plaît, juste 2 secondes, je te retiens avant que tu partes. Sache que je serai au Stade de France pour France-Australie le 5 novembre prochain. Et j'aimerais bien arriver en avance, avant que le match ne commence, pour tourner une vidéo. Le but serait de rencontrer des supporters des Bleus et de les challenger en leur posant des questions sur leurs connaissances rugbystiques, avec une sorte de petit quiz qui serait adapté selon les niveaux. Donc si tu as envie de participer, sache que je serai dans les parages. Je vais essayer d'arriver vraiment en avance pour avoir le temps de rencontrer du monde. Je mettrai aussi ma position sur Insta pour que je sois plus facile à rencontrer. Faut juste que je vois si je peux rentrer par la suite dans le stade avec tout mon matos. Ça c'est un petit détail à régler, mais bon je pense que ça devrait le faire. Aussi cette vidéo était en partenariat avec Rana, que je remercie, et donc Rana qui fabrique des chaussettes de haute performance pour le sport. Si tu ne connais pas leurs produits, ce sont des chaussettes qui possèdent un fort maintien au niveau des chevilles. Celles que j'utilise c'est les Air One Grip, et qui possèdent donc un grip très adhésif sur la plante des pieds, ce qui fait que tu agrippes beaucoup mieux le terrain, que tu as un meilleur transfert de force dans les pieds, et ça permet donc d'avoir de meilleurs appuis. Puis aussi qui dit plus de maintien et plus de grip, dit aussi diminution du risque de blessure. Personnellement je les utilise à l'entraînement mais aussi en match et j'en suis très satisfait. Pour moi je joue devant donc j'ai pas besoin d'avoir les appuis d'un Chessin Colby, mais par contre au niveau des ampoules j'en ai plus aucune, ça c'est un bonheur. Avant j'avais toujours les pliés défoncés après l'entraînement et après les matchs, surtout quand c'est un petit peu humide comme ça. Moi je joue dans le nord, dans la boue, on connaît hein. Et donc le fait de plus avoir d'ampoule et d'être bien maintenu au niveau des chevilles, c'est un vrai confort. Et t'as de la chance parce qu'avec mon code Lobalist t'as 20% de réduction sur toute la boutique, alors je te conseille vivement d'y jeter un œil. Moi maintenant depuis que je les utilise, je peux plus m'en passer, je t'assure ça vaut le coup. Bref, vive le 15 de France, allez les Bleus, on est dans le dernier virage, moi je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.